Bonjour, merci à tous d'être là pour cette session cas clinique de l'ECG au parcours patient pour laquelle nous devons remercier Bayer. C'est un forum Bayer. Nous allons parler de cas très pratiques où nous allons vous solliciter dans l'Assemblée pour intervenir. J'ai le plaisir d'être avec Pierre Saucier pour animer cette session. Alors, on va s'organiser comme ceci. Nous allons passer sur les côtés pour laisser la place à l'intervenant qui aura l'accès au micro et puis à l'ordinateur. Voilà, on appelle tout de suite Stéphane Fromentin. Merci. Ok. Bonjour à tous. Puis un grand merci pour l'invitation. Merci Jérôme. Je vais vous parler d'un cas d'un patient de 70 ans dans un contexte de tachycardie ventriculaire, des conflits d'intérêts. On va commencer tout de suite sur les facteurs de risque. Un patient hypertendu, dyslipidémique, qui est rentré dans la maladie coronarienne il y a un bon bout de temps, en 92, avec des stents sur l'IVA2. Un an plus tard, il restait nausée sur la même IVA avec mise en place de 2 nouveaux stents. Et puis, il était suivi régulièrement dans notre région. Alors, ça va être important, les lieux, parce que vous allez voir qu'il a pas mal voyagé, ce patient. Le premier, c'est Belfort, c'est là où je travaille. Il était suivi par son cardiologue de ville, qui a objectivé en 2019 au dernier suivi à l'échographie une fraction d'éjection à 40% avec une petite séquelle anévrismale apicale. Une bonne séquelle anévrismale apicale. Et puis les soucis ont commencé à partir du mois de janvier 2021 où il a fait un arrêt cardiaque ressuscité avec une TV soutenue syncopale nécessitant choc électrique externe. Il s'en est relativement bien sorti. Voilà le tracé de la tachycardie. On peut voir un aspect de retard droit avec une transition en V2, V3 et puis un axe inférieur. Donc assez rapide, autour de 180 par minute. Ça, c'est post-choc électrique avec 2 extrasystoles qui sont différentes de sa TV, mais qui ne présument rien du tout. Mais en tout cas, voilà le tracé juste après avec un aspect un petit peu QS antérieur, séquelaire. Donc à ce moment-là, on va lui proposer des investigations. Vous imaginez bien, il n'a pas récidivé après le choc électrique. Donc on lui a fait une échographie cardiaque qui montre une large akinésie antérieure. Le bilan biologique est plutôt rassurant avec un bilan thyroïdien normal, BNP subnormaux, troponines qui sont forcément élevés. La fonction rénale est normale. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous proposeriez dans ce contexte-là? Est-ce que vous proposeriez un contrôle coronarographique, par exemple? Je pense que tout le monde est assez d'accord sur le fait que, compte tenu d'une cardiopathie ischémique, ça paraît relativement licite. Donc, on lui a fait une coro de contrôle et il y avait effectivement, vous voyez, le lendemain, une petite resténose sur l'IVA1 et sur l'IVA2 au niveau des stents. Et il a eu de nouveau 2 angioplasties sur ces mêmes IVA avec 2 implantations encore de stents. Je ne sais pas où ils ont trouvé encore la place, mais bon. Et puis des petites sténoses serrées, mais de droite hypotrophique de traitement médical qui n'avait rien à voir avec notre affaire. Mais il n'y avait pas d'occlusion, hein. Donc, on est quand même resté sur de la TV ischémique. Donc, du coup, voilà son traitement. Traitement de l'insuffisance cardiaque, puisqu'il avait comme une fraction d'éjection assez altérée d'une cardiopathie dilatée d'origine ischémique, avec donc éplérénone, furo, l'entresto qui a été débuté. Là, on a introduit de l'amiodarone, puisqu'il a eu des doses de charge d'amiodarone pour réduire sa TV. Et puis, bisoprolol 2,5. On n'a pas pu monter trop les doses en raison d'une bradycardie sinusale. Double anti-agrégation, bien sûr. Et puis, voilà, c'était la prochaine question. Est-ce que ce patient va sortir? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on lui mette une live vest? Je pense que tout le monde est relativement d'accord. Hein. Indication m'a dit 2. Fraction d'éjection inférieure à 35%. Donc, c'est ce qu'on a fait. On lui a proposé une live vest qu'il a portée. Et puis, au décours, on l'a revu. Alors, un peu plus tôt, on estime en général qu'il faut revoir les patients à 2-3 mois. Nous, on l'a revu à 1 mois, 1 mois et demi. Le 19 février, donc les dates sont importantes. Ouais. Peut-être une remarque. Ouais. Je pense à cause parce que c'était d'avant 2020, mais il n'y a pas de glyphosine. Hein. Il n'y a pas de glyphosine. Voilà, c'était parce que je dis ça parce que dans le traitement anti-arythmique
indirect, il y a préconisé par les dernières guidelines de donner un maximum de traitements, y compris les glyphosines. Ouais, bon, voilà, mais là, c'est comme c'était juste avant. C'était avant, ouais, exactement. Donc, on réalise donc l'échographie à 1 mois et demi après et on voit qu'apparemment le patient reste avec une fraction d'éjection relativement altérée à 30-35%, avec cette large akinésie antéro-apicale et antéro-septale qui probablement ne récupérera pas. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Là, ça l'AIVS depuis 1 mois et demi. Quelle serait votre attitude face à cette fraction d'éjection qui reste altérée? S'il y en a qui ont des idées. Ouais, bah, tout à fait. Donc en fait, c'est. Donc on pose la question. On propose à l'IRM aussi avant l'implantation. Oui, il y a IRM, DEF et ablation et ou ablation. Donc voilà. Alors on n'a pas fait l'IRM. On avait une cardiopathie. Bon, on a une séquelle anévrismale. Effectivement, dans le vu peut-être d'une éventuelle ablation par la suite, on aurait pu faire ou scanner ou IRM. Mais IRM, je pense, n'aurait pas apporté grand-chose de plus à mon avis sur ce cas. Mais effectivement, aujourd'hui, on la ferait systématiquement avant le DEF parce qu'on sait qu'après c'est plus compliqué. Mais malheureusement, non, il ne l'a pas eu. Donc en fait, par contre, il a eu son DEF. Il a eu un DEF donc double chambre. On a mis un double chambre pour la raison de tout à l'heure, hein, c'est qu'il avait une bradycardie sinusale. Et donc on savait qu'on allait mettre des antiarythmiques, qu'on allait être obligé de les monter assez rapidement, compte tenu des épisodes de TV. Et donc, enfin, la suspicion d'épisodes de TV qu'on verra par la suite. Et donc, on a bien fait. Donc on lui a mis un double chambre pour l'électro-entraîner plus facilement. Un de mes collègues l'a revu, donc ça avait été fait début mars, et donc on a été un peu plus de 2 mois et demi après l'épisode initial, et donc il est revu par un de mes collègues au mois d'avril. Tout va bien, il n'a pas refait de TV, il n'a pas refait de malaise, il se porte bien, et le traitement n'a donc pas changé par rapport à ce que j'avais dit auparavant, et le contrôle du DEF fonctionne correctement. Mais dans l'intervalle, le patient, alors là on était à mon hôpital dans Franche-Comté et là on passe à Besançon. Alors pourquoi? J'ai pas d'explication aujourd'hui, mais dans l'intervalle, au mois de mars, donc un petit peu avant notre contrôle à nous, il est vu par un autre rythmologue sur Besançon. Alors je ne sais pas, est-ce que c'était pour rapprochement familial, parce qu'il y a de la famille là-bas, ou parce que il voulait un autre avis, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il est vu par un rythmologue sur Besançon, à la clinique, et qui contrôle son DEF et confirme que tout va bien. Et puis il est revu 6 mois après, où le rythmologue constate qu'effectivement il y a plusieurs épisodes de TV. Pour l'instant, sont polysymptomatiques, quelques petites lipothymies, mais il n'y a pas eu de malaise. Et en tout cas, il n'a pas pris de choc, puisque c'était traité par des TV qui étaient traités par de l'ATP. Donc le rythmologue décide de ne pas modifier son traitement, pensant peut-être que c'était un épisode passager, ou bon, comme c'était, ça restait quand même soutenu. C'est vrai qu'on peut se poser la question de faire autre chose ou d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas s'il avait la télémétrie à l'époque, parce que je n'ai pas eu les courriers, mais en tout cas, au 13 décembre, il est contrôlé de façon précoce, puisque en raison d'une syncope. Et à l'interrogation de l'appareil, on constate des épisodes de TV relativement rapides, à 180, 13 épisodes. Tous les ATP étaient efficaces, il n'y a pas eu de choc électrique interne. Donc là, on a décidé d'augmenter, il a été décidé par le rythmologue d'augmenter le traitement pharmacologique, par notamment les bêta-bloquants. Il avait déjà de l'amiodarone, donc là, il est passé à biso 5. Et qu'est-ce que vous feriez d'autre à partir de ce moment-là? Les patients commencent à faire de plus en plus de TV qui durent longtemps, qui sont soutenus, des ATP qui sont encore efficaces. Il n'a pas pris de choc, mais là, bon, on sent que ça bricole. Donc là, il est sous bêta-bloquant à dose augmentée et amiodarone. Et amiodarone, voilà. Plus le traitement, plus son traitement, mais sinon il a un traitement d'insuffisance cardiaque classique, optimal. Il n'a pas de signe d'IVG. On ne peut pas mettre plus de bisos que ça. Hypotension. Deuxième souci. D'accord. Ouais, tension basse, il avait déjà le Nantresto 24-26 qu'on n'avait pas pu augmenter. Donc là, on se pose la question du traitement non pharmacologique, peut-être. Ben voilà, exactement. De passer à une étape supplémentaire. Donc en fait, l'étape d'après, c'est que son rythmologue va le convoquer pour une ablation de tachycardie ventriculaire. Et c'est ce qu'il va faire. Mais alors, paradoxalement, il ne l'envoie pas à Besançon au CHU, il va l'envoyer à Dijon.
Donc, il faut savoir que Belfort, Besançon, c'est 80 km, et puis on en rajoute à peu près pareil, ça fait 150 km de chez lui pour aller se faire une ablation, parce que ça se fait aussi à Besançon, hein, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, il est envoyé à Dijon, et la convocation part pour le 10 janvier, et il est convoqué le 3 février, où il est donc hospitalisé à Dijon. Là, on fait assez vite, donc la procédure se passe plutôt bien. Il constate une large cicatrice antérieure, vous pouvez voir ici, ça c'est une vue de face avec ici toute la cicatrice antéro-septo-apicale en rouge, avec ça c'est une vue latérale, et donc il y avait deux isthmes, hein, c'est les endroits où passent les zones de conduction lente de ces tachycardies ventriculaires, qui sont souvent en zone bordante. Et donc, il y avait un isthme antéroseptal et puis un autre qui empruntait les mi-branches antérieures gauche. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont fait une large ablation extensive de toute cette partie-là. Et puis, un petit peu aussi de la zone bordante du dessus. Puis, en partie un peu en latéral, parce qu'il y avait un aspect DRVL négatif initialement. Donc, ils ont quand même essayé de faire un peu de substrat en plus des zones isthmiques. Et donc, les suites ont été simples. La stimulation ventriculaire après était négative. Et le patient est donc rentré chez lui. Il est ensuite revu au mois de juin. Je ne sais pas si vous n'avez pas de questions pour ça. Voilà. Et donc, il est revu au mois de juin. On est pris par le temps, mais sinon j'aurais plein de questions. Oui, j'imagine, mais bon, du coup, on pourra répondre éventuellement après ou y revenir. Je vais finir l'histoire. Donc le 27 juin, donc 3 à 4 mois après, il revoit son rythmologue de Besançon et qui objective de nouveau des épisodes de tachycardie ventriculaire, pas de choc, mais des ATP aussi qui semblent être efficaces, mais de nouveau des tachycardies. Donc voilà un tracé, c'est un Sorin qu'il a, avec donc un début brutal ici, une tachycardie à 170-180, l'ATP qui est plutôt efficace avec retour sinusal. On a le tracé juste à côté avec la dissociation auriculo-ventriculaire. Donc plusieurs épisodes comme ça. Donc là, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous changez le traitement, vous refaites une choro, vous proposez une ablation ? Ou les trois ? Là, je n'avais pas de tracé puisque c'est des tracés endocavitaires. Donc, je n'ai pas d'électrocardiogramme de ces tachys puisqu'elles elles n'ont pas été enregistrées. Le patient n'a pas été hospitalisé pour ça, donc il n'y a pas de tracé ECG. Renforcer cordarone, non, éventuellement bon. Il avait déjà, mais effectivement, on peut... Sinon, après, donc c'est un nouveau non pharmacologique, alors. Ouais. Peut-être une... Coro, éventuellement. Donc là, ils ont... Bilan thyroïdien. Mais... Bilan thyroïdien, ouais. Il avait été fait, je ne l'ai pas mis, mais il était normal. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Donc, du coup, là, son rythmologue le reconvoque pour une nouvelle procédure. Et donc, comme les épisodes étaient quand même assez rares et répondaient bien à l'ATP, malgré le fait qu'on n'ait pas pu augmenter le traitement, on aurait pu aussi peut-être augmenter la fréquence cardiaque de l'appareil. Parfois, oui, ça peut marcher, mais bon. Du coup, il le programme pour une nouvelle ablation, donc, qui n'est pas faite tout de suite, qui est prévue pour octobre-novembre de cette année. Enfin, qui aurait dû être prévu maintenant, sauf que ça ne se passe pas aussi simplement que ça, parce que retour dans mon hôpital, en urgence, la nuit du 5 au 6 septembre, où il arrive à 3 heures du matin, en tachycardie ventriculaire incessante, à 180 par minute, avec choc électrique interne à répétition, ATP, enfin bref, le DEF s'est bien déchargé, mais sans grand succès, puisqu'il arrive aux urgences, et donc on m'appelle le matin, puisque la tachycardie ne s'arrête pas. Donc voilà le tracé un petit peu différent de la première, avec un aspect vraiment QS en antérieur, aussi rapide à peu près, 170-180, probablement apical. Donc voilà tous les épisodes qu'il a eu avec donc au moins pas loin d'une vingtaine d'ATP, pas tous efficaces, on peut le voir à côté avec des récidives pratiquement immédiates sur chaque ATP, et puis plusieurs chocs. Je crois que c'est 16, hein, si je vois bien, parce que c'est vrai que la diapo n'est pas très claire. Et puis 5 d'efficaces. Bon, bref, en tout cas, l'appareil a fait toutes ces thérapies, avec probablement quelques petits retours en sinusal, ce qui a permis de refaire des séances d'ATP et de choc. Mais bon, en gros, donc quand il arrive, l'appareil ne fait plus rien et le patient est en TV à 180. Donc on est face à une TV récidivante, incessante, chez un patient qui est en attente d'une seconde ablation, mais ça j'étais pas au courant quand j'arrive, puisque le patient ne nous dit pas tout, et puis nous on n'avait pas les courriers de Besançon ni de Dijon.
L'hémodynamique est un peu précaire et rapidement ça s'aggrave avec une tension artérielle systolique qui descend à 6. Le bilan biologique, il est relativement correct avec effectivement une TSH qui était un peu basse, mais on l'avait recontrôlée quelques temps après et puis elle s'est normalisée sans aucun traitement. Donc, est-ce que ça a participé? J'en sais rien. En tout cas, T3, T4 était normal. Voilà pour qu'elle s'est mise un peu basse, mais bon, comme dans tous les cas, en général, on met un peu de sel et de poivre, potassium, tout ça, magnésium pour recharger le patient. Et puis échec de plusieurs chocs électriques externes, et bien là, vous faites quoi? Il est 9h du matin, il est en TV depuis 3 heures. Oui, alors, mais avant. En fait, on s'est posé pas mal de questions parce que, en fait, quand on arrive, moi j'arrive à l'assaut avec le cardiologue de garde, le réanimateur, on est tous là, l'urgentiste. On regarde le patient qui s'enfonce tout doucement. Et moi, j'étais pas au courant de toutes ces ablations. C'est là qu'il nous dit, mais j'ai déjà eu une ablation. Ah, bon, d'accord. Mais j'en attends une deuxième. Ah, bon, d'accord. Et là, bon, parce qu'on ne savait pas tout ça. Donc du coup, on essaye plusieurs thérapeutiques. Donc on a majoré l'amiodarone, on a essayé la xylocaïne en bolus en pousse seringue, on a essayé les bêta-bloquants, les réanimateurs chez moi ils aiment bien, mais ça n'a pas marché. On a rechargé en potassium, magnésium, etc. Donc il est toujours en TV, il est 10-11 heures et ça ne marche pas. Donc là, nous, on décide. Donc, j'ai quand même appelé mon collègue de Dijon pour avoir quelques renseignements sur ce qu'il avait fait. Donc, c'est là qu'il m'envoie les photos de l'ablation, qui me dit ce qui était prévu, enfin, ce qui allait le reprendre, etc. Et donc là, une décision un peu collégiale avec le réanimateur. On décide de le transférer en réanimation. Qu'est-ce que vous feriez? Alors c'est sûr que là il y en avait deux solutions, soit on l'ablate tout de suite, on le met sur la table, et puis soit sinon on essaie de passer un petit peu le temps, voir si on arrive à le redégrader par d'autres traitements, enfin pas le redégrader mais à l'améliorer par d'autres thérapeutiques, sachant que bon, je suis le seul rythmologue dans mon centre, donc du coup c'était un peu compliqué, j'avais pas la salle, j'avais pas, enfin bref, c'est pas toujours simple en périphérie, donc là, on prend l'option de l'envoyer en réanimation. Et donc, qu'est-ce que vous proposeriez avant, bien sûr, de le reprendre en ablation, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Qu'est-ce que vous lui proposeriez là? Le VG, il est pourri, il est à 20, 25. Il est presque sidéré, là, de toute façon. Il est toujours en TV. Ça ne s'arrête pas. Il est peut-être descendu de 180 à 170 par minute, c'est tout. Alors oui, alors le cœurisé, donc ça veut dire l'intuber et puis l'endormir, ouais. Donc ça c'est ce qui a été fait. Auparavant, on a tenté une anesthésie des ganglions stellaires. Ouais. Bon, on n'est pas spécialiste, mais bon, c'est le deuxième qu'on fait. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, au moins on l'a tenté avec des anesthésistes. Et puis finalement, effectivement, on l'intube et de l'intuber, on lui pose une ECMO aussi, parce que là, la défaillance hémodynamique fait qu'avec 5-6 de tension, c'était plus possible. Donc intubation, ECMO et à 20h, et il est toujours en TV. Donc bon, il y a l'ECMO quand même, donc on souffle un peu. On arrive au moment les plus passionnants, on a envie de t'écouter sans arrêt. Oui. Simplement, on a des Alors, horaires... je me dépêche. Bon. Ok. Et donc du coup, là, on décide de le reprendre en ablation. Donc on le fait. Donc déjà, j'y avais déjà pensé toute la journée du mardi pour organiser ça au mieux. Donc en gros, on n'a pas décidé ça le lendemain matin, mais juste déjà on avait tout programmé pour le lendemain. Donc je l'ai repris en TV. Par contre, c'est là que est intervenu le groupe du CNCH, le WhatsApp. Parce que moi, je n'avais jamais fait d'ablation de TV avec canule d'ECMO. Je ne savais pas si c'était possible, si on pouvait passer. En tout cas, je ne pouvais pas passer à droite, parce que bien sûr, l'ECMO était posé à droite. Donc, il a fallu tout faire à gauche. Donc, on m'a proposé une voie artérielle rétrograde pure, que j'ai fait déjà. Et puis, on m'a dit qu'on pouvait quand même passer éventuellement à côté en transseptale, par voie veineuse, ce que j'ai fait aussi. Et voilà, si j'arrive à vous montrer. Donc, hop. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc voilà le transseptal. Donc je suis passé par voie veineuse fémorale gauche. J'ai pu monter ma gaine tranquillement. Sous ETO, j'ai fait le transseptal. J'avais déjà par voie artérielle rétrograde mon cathé d'ablation. Donc voilà. Ça, c'est donc la progression du Pentaret que j'ai passé par voie transseptale. Et puis, ensuite, on a fait l'ablation. Donc
c'était facile parce que sous ECMO, c'est stable. La TV était incessante, donc on a pu la mapper. On a des belles précocités en entéroseptale. Donc toute la zone qui avait déjà été primo-ablatée. Et sur la zone la plus précoce, on a fait des premiers points et la tachycardie s'est arrêtée tout de suite, quoi. Donc j'ai fait un énorme patch extensif. J'ai même refait un petit peu des points un peu sur toute la zone bordante. On les voit pas tous là, mais bon. Et donc après SVP, sans isuprel, pardon. Donc juste à savoir que ça se localisait pas très loin de la sonde VD. Donc, à quelques moments, on perdait la capture VD, mais bon, il n'était pas dépendant. Et puis, donc voilà. Donc, juste après, donc on l'a quand même repassé en coraux. Alors, pas avant, parce que c'était trop compliqué. Mais de toute façon, bon, il y avait une petite rosténose de l'IVA2 traitée par ballon actif, mais c'est pas ça qui a changé grand-chose. Ça expliquait pas de façon la TV. Il y a vraiment un substrat. Suite simple après, c'est-à-dire que 3 jours après, il est extubé, ECMO est enlevé, aucune TV ensuite sur les fonctions Holter, ni sur le scope. Il est transféré chez nous, puis au SSR rééducation cardiaque, il va très bien. Il arrive à remonter ses étages. On a poursuivi le même traitement. Il n'a refait aucune TV. Il est prévu que je le revoie le 27 décembre. Je me suis renseigné juste avant de venir. En télémétrie, il n'y a aucun épisode de TV, donc on est plutôt content. Donc en conclusion, je fais vite, parcours de soins quand même chaotique chez ce patient, avec plusieurs intervenants et plusieurs structures, mais ouf, tout est bien qui finit bien. Juste insister sur les différents types de traitements médicamenteux, donc on les a vus, après interventionnels. On peut penser aux anesthésies des ganglions stellaires, ça peut être utile. C'est là que je te rejoins pour vérifier la TSH, c'est toujours important. La digoxinémie chez les patients sous digoxine. Intérêt des groupes, hein, quand on est tout seul dans un centre, faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc là, j'étais content d'avoir le soutien des collègues. Et puis dans certains cas, pour les localisations septales, l'alcoolisation est possible. Et puis parfois, ablation ciblée par radiothérapie. On en a fait une première avec Dijon il n'y a pas très longtemps. Et ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas trop le temps de questions, à moins qu'il y en ait une très 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 courte. Donc. Bon. Okay. On va passer à la suite. Merci beaucoup, hein, super cas. Mais... Super. Du coup, on va appeler Sonia Marakchi et Jenny Ismail pour présenter le deuxième cas. Merci Pierre. Je remercie le comité d'organisation de nous avoir invités pour vous parler d'un cas et un parcours d'un patient. Donc, comment je cède la parole à notre interne, Ismail Janin, qui va nous présenter le cas. Bonjour à tous. Il va donc s'agir du cas de Monsieur V, un patient de 70 ans qui a haut risque cardiovasculaire, qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, qui est porteur d'une insuffisance rénale chronique sur une néphrangiosclérose et une néphropathie diabétique. Donc il y a une clairance estimée à 35 ml/min. Il va développer une cardiopathie ischémique tritronculaire qui sera révélée par un STEMI en 2002. Il est stenté sur la coronaire droite, repris sur la marginale et l'IVA moyenne. Au décours de ce STEMI, il ne conserve pas de dysfonction ventriculaire gauche. Il va cependant récidiver en 2014. Et au décours de cette récidive, il aura une FEVG à 18% sur des séquelles transmurales antérieures et inférieures qu'on peut voir sur cette ECG, avec un aspect QS en antérieur et des QRS fragmentés en inférieur, une extrasystole ventriculaire enregistrée sur ce tracé. Il a alors un traitement de la cardiopathie ischémique au stade de dysfonction ventriculaire gauche, un traitement certes léger, et puis des traitements de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Malgré un traitement médical majoré, il conserve une dysfonction ventriculaire gauche. Donc en 2015, il bénéficie d'une pause de DAI double chambre. Les QRS sont fins, il n'y a pas d'indication de resynchronisation. En 2016, sa FEVG est recontrôlée à 33%. Et puis, un contrôle systématique du DAI, on découvre une FA paroxystique. Il est mis sous sotalol par son rythmologue. Et en 2018, il décompense de façon répétitive. La coronarographie est contrôlée, il n'y a pas de récidive ischémique. Et le seul facteur de décompensation qu'on retrouve, ce sont des accès prolongés de FA sous des doses maximales de sotalol.
On décide alors d'une ablation de FA et le sotalol est conservé malgré l'absence de récidive d'arythmie. Il est alors stable cliniquement entre 2018 et 2021 et en 2021, il fait une syncope sur un passage en torsade de pointe et en fibrillation ventriculaire dans le cadre d'introduction de fluoroquinolone chez un patient qui était toujours sous sotalol, donc un QT long. Il a une FEVG à 32%. Le sotalol est arrêté et puis switché par bisoprolol dans le cadre de son insuffisance cardiaque. Il ne s'améliore pas par la suite. Il est hospitalisé de façon répétitive pour des décompensations cardiaques. Il a alors un traitement qui se rapproche plus des recommandations récentes, avec un Entresto qui a dû être suspendu devant une dégradation de la fonction rénale en lien avec les décompensations cardiaques. On réalise un nouveau bilan étiologique, donc pas de récidive ischémique, pas d'autres particularités retrouvées au bilan étiologique, hormis un Holter de DAI qui retrouve des épisodes multiples de ce qui a été étiqueté par le DAI comme une tachycardie ventriculaire. On conclut à une décompensation cardiaque sur des troubles du rythme. Qu'est-ce que vous proposez à ce stade-là de la prise en charge? Un contrôle de l'accro. Quelqu'un veut proposer quelque chose sur donc, décompensation cardiaque sur TV, a priori, hein, donc c'est ça? On n'a pas vu les tracés, mais bon. Oui. On n'a pas les Plus tracés. tard. Bon, bah, on va attendre plus tard alors. Alors, on décide de rajouter de la cordarone en traitement de fond, de majorer les doses de bisoprolol. La coronarographie avait déjà été contrôlée. Et on intensifie le suivi au centre hospitalier de Versailles dans le cadre d'une unité qu'on appelle le CETIC, c'est le centre d'éducation thérapeutique des insuffisants cardiaques. Ce sont des hospitalisations courtes à intervalles réguliers, plus ou moins rapprochées en fonction de la stabilité du patient, où le patient bénéficie d'examens cliniques réguliers, de tests de marche et par la même occasion de titration des médicaments de l'insuffisance cardiaque. Donc chez ce patient, de réintroduire l'Entresto, de majorer le bisoprolol et d'introduire dapagliflozine. Et on surveille en parallèle le bilan biologique, en particulier sa fonction rénale chez un patient insuffisant rénal chronique et le NT-proBNP qui diminue significativement au cours de ce suivi. Une ETT qui retrouvera toujours une dysfonction VG à 32% et une dysfonction VD persistante, pas de valvulopathie qui expliquait la dysfonction VG. Il reste stable cliniquement par la suite et on ne retrouve pas d'arythmie au contrôle du DAI, ce qu'on attribue au traitement par cordarone. Il va cependant se dégrader au cours du suivi et les doses de l'azilix vont se majorer. On va être obligé d'arrêter une partie du traitement de l'insuffisance cardiaque et en particulier le bisoprolol devant une mauvaise tolérance clinique. Et il est de nouveau hospitalisé pour une décompensation cardiaque globale, un nouveau bilan étiologique qui est sans particularité. Et on réinterroge le DAI. On voit donc que les impédances de sonde et les seuils de stimulation et de détection sont satisfaisants pour ce patient et qu'il n'est pratiquement pas stimulé en auriculaire ni en ventriculaire, des QRS spontanés dans 94% des cas. Donc pas de stimulation délétère qui explique les décompensations cardiaques. En revanche, quand on regarde la fonction Holter du DAI, on retrouve qu'il y a 52 épisodes de tachycardie ventriculaire, ou en tout cas de ce qui a été étiqueté comme de la tachycardie ventriculaire, qui ont été traités efficacement par de l'ATP, plus de 1000 épisodes de ce qui a été considéré comme de la tachycardie ventriculaire lente et plus de 1700 épisodes étiquetés comme autres, ces épisodes étant seulement monitorés et non pas traités. Si on s'intéresse à un épisode qui a été catégorisé comme autre par le Holter du DAI, on voit que ces épisodes de tachycardie ont un début, une fin brutale, ne sont pas traités et que la fréquence cardiaque est aux alentours de 140 par minute avec des passages en rythme sinusal, donc des réductions spontanées qui sont plutôt en faveur d'un trouble du rythme et pas d'une tachycardie sinusale. Voilà un tracé de ce qui a été considéré comme étant de la tachycardie ventriculaire par le Holter du DAI. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est vraiment de la tachycardie ventriculaire ? Le rapport AV là, est perturbant un petit peu. Donc, c'est un épisode qui a été traité par de l'ATP. On a la stimulation ventriculaire qui a permis de réduire l'épisode. Donc un début brutal sur des extrasystoles
et une fin brutale, donc une stimulation de l'ATP qui a été efficace. On voit qu'il y a des QRS qui sont similaires en période de tachycardie au rythme sinusal et qu'il y a une conduction en 1 pour 1, donc autant d'oreillettes que de ventricules, avec de l'ATP, une tachycardie qui se termine par un QRS, donc des ventricules. Quelle aurait été votre prise en charge à ce stade ? Si vous avez une suspicion diagnostique en particulier, donc est-ce qu'il y a une dysthyroïdie à rechercher? Est-ce qu'on peut majorer le traitement médical, explorer les troubles du rythme? On considère que c'est de la tachycardie ventriculaire, donc on ablate, ou on adresse le patient en greffe. Bon, on a recherché une dysthyroïdie à l'accord d'Aaron. La TSH était normale. Pour la majoration du traitement médical, on aurait pu majorer, mais il a déjà un traitement par corps d'Aaron. Les bêta-bloquants n'étaient plus tolérés par le patient. Et on a effectivement adressé le patient en consultation pré-greffe, mais on ne pensait pas être dans une impasse thérapeutique face à ces troubles du rythme. On n'était en revanche pas certain du diagnostic de tachycardie ventriculaire. On était même plutôt en faveur d'une tachycardie supraventriculaire. Et devant ce doute diagnostique, on a préféré s'orienter vers une exploration. Donc on a dit effectivement, comme le démarrage c'était sur une extrasystole et que l'arrêt c'était sur une stimulation ventriculaire, pas d'oreillette rétro, on s'est dit probablement ça évoque plus une tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale, étant donné que le diagnostic de tachycardie atriale n'est pas tout à fait éliminé. Donc on est parti pour une exploration. Alors l'exploration s'est passée déjà à Versailles. Puis, vu un peu le diagnostic, on l'a transféré à la Pitié pour se faire ablater. Et donc à l'exploration déjà, il y avait une dissociation en rétro. Il a un point de Wenckebach antérograde acceptable par rapport à l'âge. Il n'avait pas de saut de conduction. Et puis la tachy, il y avait le démarrage tachycardie sans saut enregistré, avec un cycle à 340 millisecondes. L'extrasystole ventriculaire ne déclenchait pas la tachycardie. Le démarrage il se fait aussi bien sur une extra-ventriculaire que atriale. Le PPI était lent, ce qui éliminait aussi la voie accessoire. En termes de tachycardie, on voit parfois l'arrêt, sur un ventricule, mais parfois aussi l'arrêt sur l'oreillette. Le démarrage et l'arrêt étaient brutal, et quand on voit ça, on a eu le diagnostic finalement, il s'agit d'une tachycardie atriale avec la réponse de VAAV. La stimulation au niveau du sinus coronaire a montré un cycle de retour, un PPI qui était normal, et on voit aussi un autre élément, c'est que la précocité de l'oreillette du sinus coronaire était avant l'oreillette ischienne. C'était des éléments qui nous orientaient vers une tachycardie atriale. Ça a été fait avec le système de cartographie et on voit très bien que la précocité, c'était au niveau de la zone lente. Et quand on voit notre signal au moment de l'ablation, c'était vraiment, on voyait bien un signal de la voie lente. Et dès l'application de premier tir, on a arrêté la tachycardie au bout de 7 secondes. Et ça évoque vraiment une tachycardie atriale qui naît de la voie lente, assez rare comme diagnostic. L'évolution de ce patient s'est marquée par une amélioration clinique et on l'a revu 3 mois après. On voit que le nombre de troubles de rythme il reste quelques troubles de rythme, c'est plus de la tachycardie atriale, mais je pense qu'on était aussi assez prudent par rapport pour éviter le bloc, le BAV. Ce patient était cliniquement, il s'est amélioré, il n'y avait pas eu d'hospitalisation derrière, il a même refusé pour aller à la consultation de la greffe, mais on le revoit quand même au CETIC pour titration des médicaments. Et un peu, c'est pour dire qu'il y a une difficulté quand même diagnostique parfois entre une tachycardie jonctionnelle et une tachycardie atriale. Il y a plusieurs paramètres avec des sensibilités et des spécificités différentes. Parfois, la stimulation au niveau de l'oreillette de façon dans deux sites différents pourrait nous aider au diagnostic. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était une très belle observation.
Ce que je note, c'est qu'on peut faire de la cartographie qui nous donne la séquence d'activation, mais on peut en même temps faire de l'électrophysiologie, c'était le cas là, avec des manœuvres, et donc vous avez fait les deux, et c'était ce qu'il fallait faire. Bon, voilà ce que je peux dire. Tu veux dire peut-être? Non, le cas est magnifique, et en effet, c'est pas parce qu'on a des systèmes de cartographie qui nous construisent les oreillettes maintenant qu'on doit se passer des manœuvres qui nous ont été expliquées, qui permettent de bien faire la différence entre deux types de maladies. Et encore bravo, très beau cas. Merci. Bon, merci à tous d'avoir suivi ces cas cliniques, d'avoir joué le jeu. Et à bientôt. On nous fout un petit peu dehors, j'ai l'impression, mais bon, ça va.